La Chine appelée à aller vers une société de petite prospérité, ça c'est pour tout de suite. À plus long terme, une grande renaissance nationale. On en parle, c'était le discours de Xi Jinping aujourd'hui en ouverture du 19e congrès du Parti communiste chinois. Pour en parler à mes côtés, Valérie Niquet, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et l'auteur de La puissance chinoise en 100 questions aux éditions Talendier. Agnès Godu, vous êtes rédactrice en chef du service Asie à Courrier International, en charge du suivi de la Chine. Annick Cizel, vous enseignez à l'université Paris, Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère américaine. Emmanuel Dubois de Prisque, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More en charge de la Chine et de l'Asie au programme Enjeux internationaux. Xi Jinping a donc détaillé ses ambitions pour son pays. D'abord, à l'horizon 2020, éradiquer la pauvreté, comme c'était d'ailleurs l'objectif fixé dès le début des années 2000. Emmanuel Dubois de Prisque, est-ce qu'on en prend le chemin ? En tout cas, c'est ce qu'a dit Xi Jinping aujourd'hui dans son discours. On peut voir qu'il est en avance sur le programme d'une certaine façon, puisque l'idée de parvenir à une certaine prospérité en 2021, donc pour les 100 ans du Parti communiste chinois, s'annonce bien, mais bien évidemment la pauvreté continuera à exister en Chine. Vous avez des régions dans le nord-est de la Chine, par exemple, qui ont subi de plein fouet la restructuration de l'économie chinoise. Vous avez encore des gens qui vivent avec pas grand-chose dans les régions de l'Ouest. Donc c'est un immense défi auquel reste confronté Xi Jinping. Il a d'ailleurs réaffirmé dans son discours que la Chine restait un pays en voie de développement. C'est aussi un moyen pour lui, d'une certaine façon, de gagner sur deux tableaux, c'est-à-dire de continuer à rester symboliquement un pays en voie de développement et d'apparaître comme une grande puissance. Mais il n'en reste pas moins que, oui, l'éradication, s'il faut éradiquer la pauvreté, en tout cas, ça reste un objectif majeur du parti. Valérie Niquet, d'ici 2049, date anniversaire, donc il annonce la grande renaissance nationale, celle d'un pays socialiste, moderne et prospère, puissant. Le rêve chinois, c'est le grand thème mobilisateur de Xi Jinping, prononcé au moins une dizaine de fois durant ce discours. C'est dire qu'il y a dans l'esprit de Xi Jinping et peut-être de nombre de Chinois une forme de revanche à prendre, un retour à un certain âge d'or. Oui, alors l'âge d'or, il remonte quand même à assez loin. Et donc la revanche, c'est sur le siècle d'humiliation que la Chine a subi sous les coups des Occidentaux et des Japonais. Donc c'est une référence qui n'est pas nouvelle, qui date depuis son premier mandat et qui revient régulièrement. Sur la pauvreté, une seule indication, la Chine est un des pays aujourd'hui les plus inégalitaires au monde. Plus inégalitaire que le Brésil, par exemple, et bien plus que l'Inde, contrairement aux apparences. Donc c'est aussi ça qui pèse. Il y a des gens très riches, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pauvres. Et donc, ce rêve chinois, c'est d'une sorte de mantra et qui veut à la fois apporter la prospérité en Chine, évidemment, mais la deuxième jambe, c'est le nationalisme et le retour à cette idée que la Chine doit dominer naturellement, que sa place naturelle est à la tête de l'ensemble de l'Asie. Et c'est ce retour à ce vieux concept impérial, à la fois des États tributaires très inférieurs à la Chine, à l'empereur de Chine, qui a porté leur tribut, et ce monde sous le ciel qui était entièrement dominé par la Chine. Mais évidemment, c'est un rêve qui est inacceptable pour l'ensemble de l'Asie et dont je ne suis pas certain que la majorité des Chinois... Évidemment, il y a une sorte de fierté nationale, mais il y a aussi l'idée qu'il y a vraiment des attentes sociales, notamment en Chine, qui sont plus importantes que celles du rêve chinois, à l'extérieur en tout cas. On évoquera d'ailleurs la question de la mer de Chine méridionale et des tensions que peut susciter la présence chinoise et l'expansionnisme chinois. Agnès Godu, Xi Jinping insiste sur le rôle fondamental des valeurs essentielles du socialisme ou encore de la culture traditionnelle chinoise, mais aussi, dit-il, révolutionnaire. Pas que capitalisme. On a beaucoup entendu parler de capitalisme chinois ces dernières années. Il veut, lui, davantage mettre l'accent sur, à nouveau, les idéaux révolutionnaires. Le mot capitalisme chinois n'est jamais prononcé en chinois. Donc c'est nous qui parlons du capitalisme chinois parce que c'est ce que nous y reconnaissons. Il n'empêche que ces dernières années, et il me semble encore aujourd'hui dans son discours, Xi Jinping a reparlé de l'importance des entreprises d'État, qui, contrairement à ce qu'on avait attendu depuis déjà... Beaucoup de mandats précédents n'ont jamais été complètement restructurés et qui s'engagent en fait vers un renforcement de l'entreprise d'État. Donc en fait, il y a quand même aussi une tendance à la recentralisation. Par ailleurs, le verbiage politique, socialiste, etc., même s'il n'est très peu
même si on lui apporte peu foi dans la population, sert quand même à justifier un certain nombre de mesures. Oui. Ce sont des justifications. On a le sentiment, je vous demande de répondre bien sûr à ce que vient de dire Agnès Gaudieu, à Emmanuel Dubois de Pris, mais plus généralement, on a le sentiment que pour lui, le Parti communiste chinois n'est pas un instrument au service du pays et de son économie, mais c'est plutôt l'économie qui est au service du Parti communiste chinois et de son emprise sur la société, à l'inverse d'un Gorbatchev, par exemple. Moi, ce qui m'a frappé en fait dans ce discours, c'est que les deux derniers discours de Hu Jintao, on avait oublié la dictature de la classe ouvrière. Et là, il a prononcé ce terme-là, ce qui est quand même surprenant dans le contexte actuel, mais il l'a prononcé. Donc évidemment, oui, l'économie est au service du parti et de la Chine dans son ensemble. C'est un moyen, et ce n'est pas considéré comme étant une fin en soi. Mais je crois que ce n'est pas le cas non plus chez nous. Qu'il pourrait revenir à tout moment sur la propriété privée ? Des moyens de production ? Je ne pense pas que ce soit... Il n'y a pas de propriété voilà, privée. Dans les faits. La propriété privée en Chine est un peu particulier. Il n'y en a pas. Donc effectivement, il y a... L'initiative privée ? Mais qui est très minoritaire en Chine. Il faut bien voir que l'économie, même si elle est très dynamique, l'économie qui domine, ce sont les grandes entreprises d'État, ce sont elles qui drainent aussi les crédits apportés par les banques d'État, qui sont elles-mêmes liées au Parti communiste et au pouvoir. Donc c'est ça, effectivement, qui domine en Chine. Derrière les images qu'on a, quand on parle, excusez-moi, de grandes entreprises privées, elles ne sont pas privées du tout, ces entreprises. Elles sont sous le contrôle du parti d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que Xi Jinping a rappelé. Mais il y a bien des prêts octroyés par les banques à des investisseurs, à des particuliers. Essentiellement aux entreprises d'État. Et vous avez là le cœur du système de la corruption en Chine. C'est-à-dire un système où l'argent va d'abord aux entreprises d'État, beaucoup moins aux petites entreprises, et où l'initiative est de toute façon toujours soumise à admission par les instances politiques. Quand vous vouliez ajouter, non ? Simplement qu'il y a une ambiguïté qui n'a absolument pas été levée par Xi Jinping durant son discours. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un long laïus sur l'importance de l'initiative privée, du marché dans l'allocation des ressources. Donc réaffirmer, et en même temps vous avez l'importance du rôle du parti, le parti qui a un rôle décisif, disons, dans la conduite de l'économie. Donc il y a une contradiction qui n'est pas du tout levée par Xi Jinping aujourd'hui. Annick Cizel, on date non pas l'essor de la mondialisation, mais en tout cas son explosion et le visage qu'elle présente actuellement de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que, lorsqu'on entend ce type de discours, vous pensez que les États-Unis, par exemple, qui ont permis cette accession, ça fait réfléchir pour les investisseurs américains et même pour le gouvernement américain ? Est-ce que c'est un chiffon rouge de reparler d'idéaux révolutionnaires en Chine ? J'ai du mal à vous répondre par rapport à une administration américaine qui est elle-même déjà revenue sur l'adhésion de la Chine à l'OMC. Voilà, qui le premier jour de son entrée en fonction arrête le partenariat transpacifique et dit non au libre-échange et au multilatéralisme libre-échangiste, pour le coup non pas dirigiste, non pas d'un capitalisme d'État, mais qui aurait promu un capitalisme libéré complètement dans la région. Donc face à une administration qui prend ce type de décision à J1, il est évident que ça ne peut que peut-être rassurer certains membres du Parti républicain, comme du Parti démocrate d'ailleurs au sein du Congrès, sur le fait que la Chine, que l'on voyait se propulser comme chef du multilatéralisme, du libre-échange justement, est peut-être en train de se recentrer ou d'être moins libre-échangiste que ce à quoi on pensait, aussi parce que le reste de la région ne marche pas, parce que le reste de la région ne veut pas d'un leadership chinois en matière de commerce régional, ou en tout cas d'un leadership partagé, mais certainement pas d'une hégémonie chinoise en la matière. Donc, je ne sais pas comment Washington va réagir à ce recentrage, mais en tout cas, pour rebondir sur le mot nationalisme que vous utilisiez, ce que je vois peut-être ce soir, c'est une forme de crispation nationaliste des deux côtés, à la fois aux États-Unis et en Chine, ce qui n'est peut-être pas de bon augure pour des relations au-delà de relations bilatérales, bien entendu, avec des intérêts communs. Je repense toujours à la Corée du Nord. Mais au-delà, ça va être de plus en plus difficile. En tout cas, il appelle la Chine à prendre une place plus centrale sur la scène internationale et aussi une Chine plus ouverte. Écoutez-le.
Cela sera une ère qui va voir la Chine se rapprocher du centre de la scène et contribuer plus à l'humanité. L'ouverture amène le progrès, la fermeture nous ramène en arrière. La Chine ne va pas fermer ses portes, mais s'ouvrir davantage. Nous allons augmenter le commerce extérieur, développer de nouveaux modèles et de nouvelles formes de commerce, transformer la Chine en commerçant de qualité. Nous allons adopter des politiques pour promouvoir la libéralisation et faciliter le commerce et les investissements. Nous allons implémenter un système préétabli de traitement national et de listes négatives, assouplir l'accès au marché, continuer à ouvrir le secteur des services et protéger les droits légitimes et les intérêts des investissements étrangers. Comment comprendre finalement la conciliation de tous ces aspects du discours Agnès Gaudieu? Est-ce qu'on a affaire finalement à des figures imposées de la politique chinoise, ou est-ce qu'il y a là quand même une cohérence et finalement une direction qui est prise par Xi Jinping? Tout cela, et malgré ces contradictions pointées très justement, extrêmement cohérent, oui, dans la mesure où il ne faudrait peut-être pas comprendre par libéralisation, par en fait libération et ouverture des frontières, mais ouverture des frontières pour plus d'exportation chinoise. Ouverture des frontières chez les autres, mais pas en Chine. Mais ouverture vers l'extérieur. Hein, la Chine bâtit des routes, des rails, des ports, mais tout cela est au service de l'entreprise Chine. Ces nouvelles routes de la soie, justement, hein, ce projet pharaonique qui consiste à créer des infrastructures pour permettre d'emprunter à nouveau, finalement, ces anciennes routes commerciales terrestres et maritimes qui favorisent la connexion entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Quel est le but ultime pour Pékin? D'abord, on a beaucoup dit que ça servait à la Chine à exporter ses surcapacités en matière d'investissement dans les infrastructures. Parce que la Chine est quand même soumise, l'essentiel de sa croissance vient aujourd'hui des investissements avec un endettement phénoménal. Et il y a une surproduction en Chine. Donc il faut essayer d'exporter tout ça pour que les entreprises chinoises puissent continuer à survivre. Et puis le deuxième élément, c'est quand même un élément stratégique où la Chine se présente comme le sauveur du monde en quelque sorte. Et surtout auprès des pays les plus pauvres qui évidemment sont très intéressés dans la mesure où l'Occident a laissé tomber bien souvent ces pays-là sans faire les efforts pour les aider à développer leurs propres infrastructures. Donc il y a une question d'image. Là aussi, on est toujours dans cette logique qui est de renforcer l'image de la Chine, non pas uniquement pour des motivations extérieures, mais aussi en interne pour montrer que c'est le Parti communiste qui a fait une Chine puissante, capable d'investir dans le monde entier. C'est plus seulement la Chine qui capte les matières premières mondiales à son profit? Alors à son profit, elle capte les matières première mondiale pour sa croissance. Ceci dit, la croissance chinoise ayant fortement ralenti, beaucoup de pays en souffrent. La crise du Venezuela, par exemple, est tout à fait liée à l'effondrement des cours du pétrole. On a la même chose dans plusieurs pays africains. Et même l'Australie, qui est très exportateur de matières premières vers la Chine, s'inquiète. Donc, il y a un déséquilibre des échanges très importants qui fragilisent beaucoup d'économies aussi. Emmanuel Dubois de Prisque, ces nouvelles routes de la soie, est-ce qu'elles conditionnent aussi la politique étrangère chinoise? On a dit que dans certaines régions du monde, ça peut être le cas dans ce qu'on observe en Birmanie, au Bangladesh, aussi en Afghanistan, au Pakistan, les nouvelles routes de la soie peuvent pousser la Chine à prendre un rôle dans des conflits auxquels elle ne souhaitait pas prendre part jusqu'à présent, ou au contraire à rester en retrait? Je crois que c'est une grande question, effectivement. J'ai essayé un petit peu de regarder, de voir ce que Xi Jinping disait à propos d'une intervention éventuelle de la Chine à l'extérieur. Alors, il reste très, très prudent dans ce discours. On sait qu'il y a déjà des interventions, ou en tout cas une présence chinoise, par exemple, en Afghanistan, c'est un petit peu filtré. Ça reste quand même très, très limité. Mais bien sûr, c'est une question qu'il faudra qu'on se pose dans les années qui viennent. Si la Chine est vraiment sérieuse, comme elle a l'air de l'être, sur ce projet qui implique des investissements gigantesques, elle devra avoir une diplomatie qui sera très active, notamment dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai qui relie la Chine avec les pays d'Asie centrale, également avec peut-être les pays du Moyen-Orient, les pays africains. Elle souhaite devenir un géant diplomatique, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, par rapport à la Russie, par exemple, qui exerce pleinement son rôle dans les grands dossiers internationaux. Il a affirmé, Xi Jinping a affirmé aujourd'hui, donc en conclusion de son discours, qu'en 2049, la Chine devait être un leader global. Voilà. Donc l'objectif est là, il est affirmé, ça prendra sans doute du temps. Si ça peut aller plus vite, les Chinois seront très, très heureux. Enfin, les Chinois, en tout cas, les dirigeants sont très heureux.
Donc oui, je pense que, vous savez, dans ce discours aussi, pour la première fois, me semble-t-il, Xi Jinping a affirmé que la culture chinoise, l'histoire chinoise, avait une contribution à apporter au monde. Donc il y a une sorte de confiance en soi. Qui n'était pas vraiment perceptible sous Hu Jintao, qui était quelqu'un de toujours sous contrôle, comme ça, qui avait très peur de se laisser aller. Là, on voit quand même une Chine différente émerger, parler. Qui faisait presque preuve d'un excès d'humilité pour compenser la véritable montée en puissance de la Chine. Hein. Il y avait un côté communication très understatement, comme on dit, alors qu'on voyait bien la Chine prendre des parts de marché à l'international. Tout à fait. Annick Cizel, on attend quoi côté américain de la Chine? Finalement, on a entre la politique de défiance, le pivot, la politique du pivot poursuit sous Obama, et on avait l'impression que Donald Trump voulait durcir très considérablement, s'engager à la fois moins sur ce front et en même temps être dans un affrontement en tout cas assez net au plan commercial, et la recherche maintenant de formes de coopération sur des dossiers comme la Corée du Nord. On va dire une fois de plus, on est dans le flou actuel de la Maison-Blanche. On est dans les antagonismes internes à la Maison-Blanche, mais en même temps dans des contraires qui se réconcilient. C'est un petit peu ce « je t'aime moi non plus » éternel entre les États-Unis et la Chine de toute façon. Sauf que là, il atteint son paroxysme avec la personnalité fluctuante de Donald Trump. Oui, et avec effectivement cette montée en concurrence sur tous les continents, d'abord en Afrique, mais maintenant un peu au Moyen-Orient, et évidemment... par le retrait des États-Unis du pivot vers l'Asie, justement, il laisse la place à la Chine dans sa propre région. En mer de Chine méridionale, les Américains n'ont plus d'ambition ? Alors, si. Ça reste la première puissance navale. Ça reste la première puissance navale du globe. Là, on n'est plus dans les questions commerciales. On est véritablement dans la géostratégie, politique de défense, de sécurité, du périmètre, de la sphère d'influence des États-Unis depuis 1945. Et là, on est dans un durcissement très, très clair, avec des exercices maritimes qui se répètent entre les États-Unis. On n'a pas parlé de l'Inde encore. Entre les États-Unis, le Japon et l'Inde, qui est en train de devenir un partenaire de plus en plus rapproché, de plus en plus proche des États-Unis. Pour la première fois, des exercices, entre l'Inde et l'Australie, qui, elle aussi, essaye de se rapprocher du périmètre américain. Je plaisante parfois en disant que l'OTAN s'étend jusqu'en Australie aujourd'hui, et l'Australie, quelque part, c'est l'Europe au niveau occidental, j'entends, de la chose. Donc, on a, avec le déploiement de plus accéléré du bouclier THAAD antimissile au-dessus de la Corée du Sud, donc on a à la fois une totale présence, une réaffirmation de la présence américaine, beauté, si je peux le dire comme ça, au niveau de la puissance maritime, tout en demandant à la Corée du Sud, au Japon et à l'Australie de faire monter en puissance leur autodéfense dans la région, ce qui contredit cette affirmation de retrait, de repli, de désengagement américain de la région. Les États-Unis ne sont pas du tout en train de pivoter hors de l'Asie. Ils sont en Asie plus qu'ils ne l'ont été sous Obama. Ça veut dire que les États-Unis ne laisseront pas la Chine prendre davantage de territoire à travers des îles artificielles en mer de Chine méridionale ? On peut le penser. On peut le penser, même si les discours sont très très difficiles à analyser, et on le dit de la Chine, mais moi je le dis des États-Unis aujourd'hui. C'est très difficile parce qu'ils sont contradictoires. Entre le ministre de la Défense, entre le secrétaire d'État, ce qui se passe aux Nations Unies et le président lui-même. Mais je ne pense pas du tout que les États-Unis sont en train de se désengager. Véritablement, quand le général Mattis, secrétaire à la Défense, dit que pour la Corée du Nord, toutes les options sont sur la table, je pense que quelle que soit la partie d'Asie concernée actuellement, et ça commence par les Philippines, qui ont été un territoire américain pendant un quart de siècle, toutes les options seront sur la table et qu'ils ne laisseront pas la Chine avancer des pions stratégiques militaires trop présents, pas à un moment, excusez-moi de partir à l'autre bout du monde, mais pas à un moment où la Chine ouvre une base militaire à Djibouti, à côté de l'Africom, du commandement militaire américain pour l'Afrique, pas à un moment où la Chine revendique ce début d'expansion et de présence militaire hors de sa zone d'influence régionale. Les États-Unis n'ont aucune intention de laisser faire. Ça veut dire, et ce sera ma dernière question, enfin en tout cas côté chinois, est-ce qu'il faut s'attendre à une attitude coopérative sur le dossier spécifiquement de la Corée du Nord, puisque c'est le plus urgent? Les Chinois, Agnès Godu, sont-ils sincères lorsqu'ils disent qu'ils veulent aider à résoudre ce dossier? Jusqu'où sont-ils prêts à aller?
Ils sont extrêmement embêtés. D'un certain point de vue, oui, la stabilité est certainement de leur côté sur ce dossier-là. Ça fait déjà plusieurs années. Ils ont essayé pendant un certain nombre d'années de modifier à la marge le régime nord-coréen qui leur convenait de moins en moins, en essayant de convaincre en fait par l'exemple qu'il fallait évoluer. Ils ont emmené des dirigeants nord-coréens se promener à Shanghai. Ils ont essayé de montrer qu'on pouvait rester socialiste tout en évoluant un petit peu. Gagner d'un peu plus d'ouverture. Ils ont totalement raté cet essai-là. Maintenant, ils marchent vraiment sur des œufs. Probablement que les États-Unis surestiment un petit peu la capacité de la Chine à agir sur la Corée du Nord. La balle est dans le camp, en tout cas, la pierre est dans le jardin des Chinois. En tout cas, les Chinois ont toujours dit qu'ils voulaient porter la chose dans une table de discussion, et c'est une vraie position qu'ils ont toujours eue. Merci beaucoup Agnès Godu. Merci également à Valérie Niquet, à Emmanuel Dubois-de Pris et à Annick Cizel d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous, l'actualité continue. Tout de suite, un œil sur les médias. L'actualité vue du net, c'est avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. On va revenir sur ce qui fait l'actualité des réseaux sociaux depuis ce week-end déjà, ces fameux hashtags Balance ton port côté français et puis MeToo côté, on va dire, monde anglophone, puisque aussi bien les États-Unis que le Royaume-Uni. C'est là aussi qu'une enquête est ouverte contre Harvey Weinstein, l'homme à l'origine de qui ces hashtags ont été créés. Exactement, et ça continue, vous le disiez, depuis ce week-end, c'est très important encore, et je vais vous dire même que ça suscite d'autres réactions, puisque aujourd'hui, il y a un autre hashtag qui a fait son apparition, Balance ta pétasse, hashtag Balance ta pétasse, et c'est une comédienne française qui en a été victime. Elle a été attaquée de front, et je dirais même frontalement, et par un élu frontiste du Front National, Christian Le Chevalier, qui a utilisé ce hashtag avec sa photo. Je vais vous montrer ça tout de suite, avec sa photo et avec un commentaire. Le voilà, prude jeune fille prête à signer un contrat dans la chambre de Weinstein. Oui, voilà, donc on voit, je vais vous montrer cette photo de la comédienne qui date de 2003, une photo qui a été prise lors du Festival de Cannes. Et ça a été viral, puisque ce hashtag a été repris par d'autres personnes qui visiblement partagent la même idéologie que cet élu politique, avec la photo de Sophie Marceau, toujours au Festival de Cannes, et puis d'autres actrices. La première dame, Brigitte Macron, a également été victime de ce hashtag. Évidemment, Raphaël, les internautes, les twittos ont réagi, ils se sont attaqués à ce nouveau hashtag. Vous avez énormément de réactions. Regardez par exemple cette réaction, un bon FN comme on les aime, gerbant, misogyne, stupide, inculte. Vous avez aussi pauvre homme frustré, cette twitto, et puis d'autres réactions. Alors que Balance ton port donne la parole à celles et ceux qui en ont besoin, d'autres ports du quotidien se dénoncent avec. Finalement, la conclusion de beaucoup de twittos, c'est que ce nouveau hashtag, les personnes se dénoncent elles-mêmes. Ce qui est époustouflant avec ce nouveau hashtag, Balance ta pétasse, c'est que les plus gros ports de Twitter s'affichent eux-mêmes. Voilà pour ce nouveau hashtag viral qui a été contré donc aujourd'hui. En tout cas, vous le disiez, il y a aussi l'autre hashtag MeToo qui est repris dans le monde arabe, Anna Aydan. Et beaucoup s'interrogent. Il a été également très utilisé. Beaucoup s'interrogent. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que demande cette twitto. Il faut dire que sur la blogosphère arabe, c'était très différent. Il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de témoignage direct, mais beaucoup de femmes ont témoigné sans vraiment raconter, une pudeur et peut-être même une peur, un tabou qui reste très présent, y compris dans l'anonymat du tweet. En tout cas, ce scandale à Hollywood a eu le mérite de relancer le débat dans le monde arabe. Et évidemment, il y a un pays qui est très concerné et qui s'interroge de plus en plus, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a eu une campagne contre le harcèlement de rue. Je vous propose de regarder une vidéo. C'est des activistes égyptiens qui ont décidé de s'attaquer aux harceleurs de rue. Ils les poursuivent, les pourchassent et leur collent une étiquette sur le dos. Je suis harceleur. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir cette vidéo. C'est une vidéo qui date d'il y a quelques années, mais qui est en tout cas revisionnée et qui redevient virale. Voilà, on voit ces images des femmes qui sont harcelées dans la rue. Et
puis cette brigade, Mukafahat al-Taharrush, qui veut dire lutter contre le harcèlement. Et voilà, ils attrapent ce monsieur et vont lui estampiller dans le dos avec une bombe, une étiquette, je suis harceleur, sur son t-shirt, et il va devoir le garder donc avec lui. C'est une vidéo qu'on revoit énormément avec d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Myriam. Un œil sur les médias, c'est terminé. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.